troisième dispositif, évidemment beaucoup plus connu, même s'il a des contours assez larges, finalement, puisqu'on va parler de l'engagement des étudiants, l'engagement associatif, l'engagement individuel, en tout cas engagement a priori bénévole. Bonjour Enora, bonjour Laurence, bonjour Onis. Voilà, donc on arrive à respecter la parité tout au long de la journée, je crois. Donc on terminera par une table ronde exclusivement masculine, mais ce sera ma collègue Stéphanie qui l'animera, donc pour préserver cette parité. Donc mesdames, on va parler de l'engagement, et notamment de l'engagement dans ce qu'il apporte d'acquisition, ce qu'il apporte de savoir-faire, de savoir-être, d'acquis professionnels, de compétences telles que ça nous a été décrit par Cécile Lecomte en introduction de cet après-midi. Donc ce que je propose, c'est que ce soit d'abord un enseignant-chercheur qui s'exprime sur le sujet. Voilà, Laurence Cantéry, elle est vice-présidente de l'Université de Lorraine, qui est un établissement assez spécifique, puisque elle s'appelle l'université, mais c'est un grand établissement qui regroupe notamment des grandes écoles. Et donc à l'Université de Lorraine, vous avez déjà une ancienneté dans la reconnaissance de l'engagement étudiant. Et puis Laurence, je sais que vous ne pourrez pas parler avec forcément toute la légitimité du réseau que vous avez contribué à créer, mais qui est le réseau des VP universitaires. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi vous entendre sur un point de vue un peu plus général, puisque justement vous participez aux travaux d'un réseau national sur la question de la vie universitaire, et nous indiquer en quoi effectivement l'engagement des étudiants, c'est quelque chose qui est important pour la vie des établissements. Alors bonjour, déjà l'engagement étudiant, déjà c'est un enjeu stratégique pour les universités. On le voit bien et on le voit aujourd'hui avec la mise en place de la contribution vie étudiante et de campus. Nos universités en matière de vie étudiante ne seraient pas grand-chose sans l'investissement des étudiants. C'est une nouvelle séquence de publicité pour Clara. Voilà, ce n'est pas un goodies qu'on offre à nos étudiants. Voilà, donc c'est un enjeu, c'est un facteur d'attractivité. On a parlé tout à l'heure des petites villes. J'ai entendu qu'il y avait des personnes de Sarreguemines, donc je les salue puisque nous avons un site universitaire à Sarreguemines. C'est vraiment les assos étudiantes, c'est la richesse de nos études, de nos universités, dans toute leur diversité de ce qu'elles proposent aux étudiants. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il faut parler de reconnaissance de cet engagement. Donc là-dessus, Cécile Lecomte, tout à l'heure, nous a donné toute une panoplie de textes de référence. Moi, je voudrais y ajouter la loi sur la citoyenneté qui est sortie en 2017 avec son décret d'application derrière, et qui oblige maintenant, même si beaucoup d'universités, dont la nôtre, n'avaient pas attendu 2017 pour mettre en place des dispositifs, donc qui oblige les universités à mettre en place un dispositif. Alors, quand je dis oblige, on a encore du travail à faire, puisque on met en place des dispositifs, mais derrière, le sacro-saint jury de diplôme ou d'année reste souverain, et c'est vrai qu'on intervient aussi au quotidien pour que les jurys puissent reconnaître et prendre en compte les différentes formes que prennent l'engagement étudiant. Alors, quelle forme ça prend ? On a des yeux libres dans certaines universités. J'ai eu quelques réponses de mes collègues. On a parfois même des DU. J'ai vu, et ça, Enora pourra peut-être en parler parce que c'est à Marne-la-Vallée il y a un DU qui existe, si je me suis pas trompée. Il y a des centres d'engagement, ça c'est la Côte d'Azur qui a mis ça en place. Et puis il y a ce que nous on fait, qui est le bonus engagement. Voilà. Moi je crois beaucoup déjà à l'engagement non obligatoire des étudiants. Ça j'y tiens, ça va faire peut-être grincer un petit peu les écoles d'ingénieurs, mais pour moi ça, on doit rester sur la base du volontariat. Et je crois aussi beaucoup aux dispositifs un peu centraux dans les universités. Alors je vais prendre juste un exemple, c'est-à-dire que ce n'est pas le directeur de la composante pour lesquelles les étudiants ont organisé la super manifestation de l'année qui délivre la reconnaissance, mais c'est un jury qui a un peu plus de recul et un peu plus de hauteur, on va dire, par rapport à ce qui se fait sur l'ensemble de l'établissement.
Voilà, pour l'instant. Je vais te redonner la parole, Laurence, mais on va faire circuler la parole pour que Enora puisse se présenter déjà, puisque c'est une jeune étudiante, elle est encore en premier cycle. Vous êtes chimiste en plus, et puis vous vous êtes retrouvée dans le grand bain des responsabilités comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Oui, je suis devenue vice-présidente étudiante un petit peu par hasard. On est venu me chercher et donc aujourd'hui je profite de beaucoup de dispositifs dans mon université qui me permettent notamment de faire reconnaître mon engagement comme le DU dont je pourrais parler tout à l'heure, mais aussi j'utilise plus du côté de la formation un contrat pédagogique. Voilà, un contrat pédagogique qui me permet de mieux allier mes études et mes engagements. Parce que cet engagement, vous êtes simplement élue étudiante au conseil d'administration, c'est ça ? Non. Et VPE, et vice-présidente étudiante, donc vous faites partie d'une équipe de gouvernance, c'est ça ? Pas vraiment. Pas vraiment, non ? Chez moi, ça ne fonctionne pas trop comme ça. Je suis élue à la CAVU, vice-présidente étudiante, engagée dans 4 associations de mon campus, plus l'Association nationale des vice-présidents étudiants, et à la commu aussi. Alors on reviendra tout à l'heure... Pardon. Non, c'est pratique du coup. On reviendra tout à l'heure sur le recul que vous pouvez avoir sur cette expérience, sur le fait que cette expérience vous a apporté un peu, beaucoup, pas du tout, parce qu'elle est quand même très éloignée de la discipline que vous étudiez. Voilà, vous êtes sur des sujets qui n'ont a priori strictement rien à voir avec ce que vous étudiez. Donc je vous réinterrogerai là-dessus, mais je vais d'abord demander à Eunice de se présenter. On ne représente plus la FEV, si un petit peu quand même, expliquer quand même en quelques mots ce qu'est la FEV. J'ai d'ailleurs quelques slides si vous le souhaitez, mais à condition que vous ne preniez pas trop de temps. J'ai promis. Je vais très rapidement expliquer. Bon, la FEV, je ne vais pas revenir sur l'acronyme, mais en tout cas, c'est l'association en France qui a participé très largement à structurer l'engagement étudiant ici en France depuis 30 ans, puisque la FEV a permis à 200 000 étudiants environ de s'engager. Et l'idée de la FEV, c'est vraiment de mobiliser l'engagement étudiant au service des territoires. Donc, on a été aussi très, très moteur avec la VU, avec la CPU, sur notamment un observatoire de la responsabilité sociétale des universités. Et en fait, on a été aussi un acteur assez historique de la reconnaissance de l'engagement étudiant. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir au long cours, finalement, comment ça a un peu évolué. D'abord, dire qu'il y a un certain nombre de freins, à la fois politiques et je dirais, on reviendra sur les freins opérationnels, mais qui ont été quand même levés au fur et à mesure. Il y a quelques années, quand on parlait de reconnaissance de l'engagement étudiant, certains étaient très, très rétifs parce qu'il y avait cette idée que reconnaître les compétences, c'était dévoyer l'engagement. Or, nous, une chose qu'on a remarqué en poussant beaucoup à ce que l'engagement puisse être reconnu, les compétences développées reconnues, c'est que ça permettait notamment à des étudiants qui, d'une part, parce qu'en termes de capital social, culturel, familial, n'avaient pas naturellement tendance à se projeter vers un engagement, parce qu'il y a des vraies inégalités sur cette question-là, d'y avoir accès. Et en plus, et malheureusement l'actualité assez sombre nous le rappelle aussi, il y a aussi la question de la disponibilité des étudiants à l'engagement, disponibilité dans l'emploi du temps. On a des étudiants qui travaillent de plus en plus, qui ont des mobilités extrêmement fortes. Et donc, nous, on voit, par exemple, en Ile-de-France, c'est très prégnant, hein, on a énormément d'étudiants qui disent être très fortement intéressés par l'engagement qu'on leur propose, sauf que c'est un engagement très concret, c'est 2 heures par semaine, donc ça reste gérable, mais ils nous disent, voilà, c'est difficile pour moi, en plus de mon boulot, en plus de mon travail, de mes déplacements. Et donc cette idée, en fait, d'intégrer l'engagement a vraiment évolué très largement. D'une part, vous l'avez rappelé, madame, effectivement, le contexte favorable avec la loi égalité-citoyenneté, un contexte un peu un regard sur la reconnaissance de l'engagement, et puis la place des compétences aussi, qui est vraiment en train de très fortement évoluer. On l'a dit tout à l'heure, le PIA, nouveau cursus à l'université, a été aussi très emblématique de comment certaines universités se sont largement, vraiment, en tout cas, avancées sur cette question des compétences, même si là aussi, il y a encore des frictions parfois sur cette notion. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, je dirais que... Voilà, à la FEV, il y a à peu près 8000 étudiants qui s'engagent sur notre principal programme d'engagement qui est le mentorat. On voit que c'est qui est l'accompagnement individuel de jeunes, d'enfants et de jeunes qui sont en fragilité dans leur parcours éducatif. On parle vraiment d'enfants qui sont en éducation prioritaire. C'est utile. On a un certain nombre d'évaluations nationales qui ont montré l'utilité de ce programme-là pour les enfants. C'est utile pour les étudiants. Ce serait derrière la reconnaissance de l'engagement, il y a quand même l'idée de pouvoir massifier l'engagement étudiant. Nous
pour la FEV, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, sur nos 8000 étudiants mentors, il y en a à peu près 3000, on va dire à peu près, qui bénéficient d'une forme de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Hein. C'est très peu. Et j'ai envie de dire, c'est difficile d'avoir les chiffres, par exemple, nationaux. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a une idée de combien d'étudiants en France aujourd'hui voient leur engagement reconnu dans le cadre de leur cursus. C'est très difficile, c'est nébuleux. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir le mesurer pour voir effectivement, par exemple, on est quelques années maintenant après la loi égalité et citoyenneté, comment ça a évolué. On pense, nous, que si on arrive à lever un certain nombre de freins opérationnels, pas tant politique. Je pense que ce combat-là, je ne sais pas s'il est complètement gagné, mais en tout cas, je pense qu'on a largement avancé. Mais maintenant, la question, c'est les équipes éducatives. Les équipes éducatives sont plutôt, pour certaines, convaincues. Par contre, il leur faut du temps, parce que ça les engage, et c'est normal. Hein, elles donnent des crédits au CTS, c'est intégré dans les UEO, les UEL. Donc, elles ne peuvent pas non plus complètement se dégager voilà, garder vraiment un œil sur ce qui est fait, ce qui est réalisé en termes d'engagement, ce que ça produit, comment on reconnaît les compétences. Et donc, nous, on a avancé sur une plateforme numérique qui est une première réponse assez opérationnelle qui a été co-construite avec 5 universités et peut-être que j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va y revenir. Peut-être que sur cette question des chiffres, est-ce que Laurence, vous savez, à l'échelle de votre grand établissement, si vous êtes capable de mesurer en fait le volume d'étudiants qui ont ces engagements, en tout cas significatifs, de façon à être à un moment donné reconnus par un des dispositifs que vous avez évoqués? Oui, alors moi je peux reconnaître, nous je sais combien on a d'étudiants qui ont déposé un dossier, puisque nous c'est un bonus, donc les étudiants déposent un dossier. On a eu une petite baisse cette année qu'on n'a pas vraiment expliquée, donc cette année on avait 735 étudiants très exactement qui ont déposé un dossier. Ça pourrait être peu, hein, sur 60 000 étudiants, ça paraît très peu. Alors il faut enlever les écoles d'ingénieurs qui ont leur propre dispositif. Là-dessus, j'ai à peu près 700 étudiants qui ont eu un bonus, puisque bon, il y en a qui sont complètement hors sujet, donc ils ont pas de bonus. Et j'ai 88% des étudiants qui avaient déposé un dossier qui ont vu ce bonus validé par leur jury. Donc pour moi, c'est un très bon score, parce que derrière, j'ai regardé ceux pour lesquels le bonus n'était pas validé, et j'en ai quand même beaucoup qui avaient des résultats mauvais, on va dire, académiques. Donc, de toute façon, bonus ou pas bonus, ils n'auraient pas pu valider leur année. Voilà. Et puis, j'ai quelques jurys qui sont, enfin, où c'est inexpliqué pour moi pourquoi le bonus n'a pas été validé. Moi, maintenant, mon travail, c'est d'aller regarder plutôt les composantes pour lesquelles je n'ai pas de dossier, parce que j'en ai. Et là, je dois aller voir pourquoi, et est-ce que c'est parce que, comme les étudiants savent que le bonus ne sera pas appliqué, ils vont dire je vais pas me fatiguer à déposer un dossier. Et en même temps, je trouve que c'est dommage. Nous, on a évolué cette année aussi, on l'a fait apparaître en tant que tel sur le relevé de notes, alors qu'avant, c'était des points de jury. Donc c'est quand même plus lisible aussi pour l'étudiant. Et je pense, j'en profite parce que j'ai le micro. Moi, dans ma vie d'enseignante, j'ai beaucoup travaillé sur le projet personnel et professionnel des étudiants, parce que je suis en IUT, donc ce sont des modules qui sont obligatoires. J'ai aussi accompagné beaucoup de salariés à avoir leur diplôme par le biais de la validation des acquis de l'expérience. On dit bien l'expérience avec un grand E et pas l'expérience professionnelle. Et pour moi, tout ça, c'est la même démarche. C'est aller chercher chez l'étudiant les compétences qu'il a acquis et qu'il pourra aussi, au-delà du bonus ou de la reconnaissance qu'il aura, aller valoriser sur son CV, lors d'un entretien, dans une aide de motivation. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et je crois qu'il y en a encore du travail à faire de ce côté-là. La question, c'est de savoir, est-ce que les étudiants eux-mêmes sont en capacité d'évaluer effectivement leurs acquis au cours de ces engagements et de ces expériences singulières. Donc je vais me tourner vers Enora pour savoir si elle-même, parce que ça fait 18 mois maintenant que vous êtes engagée, avec des fortes responsabilités qui vous prennent du temps. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé dans votre parcours, dans votre cheminement professionnel, même dans votre projet de poursuite d'études ? Concernant mon projet de poursuite d'études, j'ai plus l'impression d'avoir reculé. Parce que comme j'ai découvert beaucoup de nombreuses possibilités et un monde que je connaissais pas du tout, ça m'a donné aussi envie d'aller voir ailleurs qu'en chimie, même si j'adore la chimie. Pardon ? C'est pas un recul. Dans un certain sens, oui, ça dépend comment on voit les choses. Mais par contre, même avec 18 mois d'engagement
j'ai encore du mal à identifier les savoir-faire et les savoir-être que j'ai pu développer pendant mon mandat. Maintenant, vous avez quand même l'impression d'avoir, dans votre fonction de vice-présidente étudiante, vous avez l'impression d'avoir progressé Un petit peu. Dans l'exercice de votre mandat déjà. Déjà. Après, si, les plus évidents et ceux que j'ai réussi à avoir, c'est le fait que il y a 18 mois, j'aurais pas été capable de vous parler, par exemple. Je suis capable d'organiser un peu mieux mon temps, de réussir à prioriser aussi entre mes études et mon engagement. C'est vrai que des fois, j'aurais tendance à aller un peu plus vers l'un ou vers l'autre, alors qu'il faut réussir à garder un équilibre. Et étonnamment, à gérer une équipe d'élus étudiants, ce qui n'est pas toujours simple quand on sait qu'on a nos études à côté. Savoir monter un projet, animer une équipe, prendre la parole en public, on peut considérer que c'est quand même pas mal. Hein, et que même si vous maintenez votre projet professionnel en chimie, ce sera de toute façon utile. Je vais me tourner vers Eunice parce que justement cette question s'est posée de savoir si les étudiants étaient capables eux-mêmes de mesurer en fait leurs acquis, leurs acquisitions de compétences. Je crois qu'il y avait certaines universités qui, pour reconnaître en fait l'engagement auprès de la FEV, le mentorat qu'ils effectuaient, vous demandaient à ce qu'ils fassent un rapport de stage qui était très très théorique, voire presque fictif. Et donc c'est un peu ça qui vous a amené à concevoir une plateforme à partir d'outils déjà existants. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler en 2-3 minutes de façon très synthétique? Est-ce que vous voulez vous appuyer sur les slides si on a le... Est-ce qu'on a la télécommande pour les manipuler? Voilà. J'espère qu'on a la main. Oui, voilà. La prochaine, bon. Ça, c'était juste pour vous montrer un peu nos campagnes de mobilisation auprès des étudiants. En fait, l'idée, c'est de leur montrer à eux aussi que l'engagement, quelque part, agit comme un révélateur de compétences. Mais je suis très sensible à ce qui vient d'être dit. C'est difficile pour un étudiant d'arriver à prendre ce recul pour arriver à analyser finalement quel savoir-faire, quel savoir-être il ou elle a développé. Donc, dans nos discussions avec un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, des universités et d'autres, des écoles. Notamment, on est parti avec 5 universités avec qui on a développé une version, alors complètement pour l'instant, c'est tout chaud, hein, c'est une version bêta, d'une plateforme en fait qui s'appelle REC, pour reconnaissance de l'engagement étudiant et des compétences, qui pour l'instant est une plateforme à FEV, parce que déjà on a essayé de voir pour la FEV si on arrivait à faire ce travail de reconnaissance de l'engagement. En fait, le but, c'était de pouvoir garantir 3 choses pour les universités. D'une part, sur la plateforme, il y a la possibilité de se former à un MOOC, je ne rentre pas dans les détails, mais aussi il y a de la formation présentielle, il n'y a pas que le MOOC. Il y a aussi pour toujours l'université de voir de manière très précise les séances d'accompagnement qui ont été faites, le nombre, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, puisque ce n'est pas de l'accompagnement purement scolaire, c'est aussi beaucoup plus large, donc il y a de l'ouverture culturelle, il y a du lien avec les familles, donc c'est aussi très riche parce que ça ouvre le spectre des compétences justement développées. Et la troisième fonctionnalité, c'est de pouvoir en fait aider l'étudiant à reconnaître ses compétences. Donc, comment ça se passe ? Donc on est bien sur une auto-évaluation des compétences acquises. Alors on n'a pas réinventé un référentiel parce que dès qu'on part sur la question du comment, la première chose sur laquelle on achoppe, c'est la question du référentiel. On a fait le choix de partir, on a discuté avec beaucoup de monde, on a eu toute une phase de discussion notamment avec les 5 universités qui sont Le Havre, La Rochelle, l'Université de Nice, enfin UCA, Strasbourg et Nanterre. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous, en tout cas dans vos universités, qui êtes concernés. Et en fait, on a réfléchi, on est parti du référentiel NN4Work, qui est un référentiel européen, et on a essayé de vraiment resserrer un peu le spectre pour, dans le référentiel avec beaucoup de très larges compétences, on a essayé de voir celles qui correspondaient précisément à la question du mentorat, qui est vraiment une action basée sur le relationnel individuel entre un étudiant et un enfant. C'est vrai que du coup, tout ce qui est très collectif, du genre gestion de projet, animation de réunions, etc., c'était des compétences qui n'étaient pas forcément le cœur en fait de ce qui était développé. Et donc on a réfléchi et on est arrivé à restreindre encore le spectre.
sur 7 grandes compétences. Donc, je vous laisse les découvrir. Je vais assez vite, mais vous retrouvez tous ces éléments-là sur la plateforme. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est le procédé. Donc, je reviens un peu en arrière. À chaque fois, donc en fin d'action, alors, très important, les étudiants ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être accompagnés, s'ils en ont besoin, par les salariés de la FEV, par les équipes de la FEV, puisque je pense que la problématique, ce n'est pas la surévaluation des compétences. Nous, pour avoir beaucoup travaillé ça, ce qu'on a surtout, c'est des étudiants qui, en fait, ont du mal ou qui ont tendance à sous-évaluer, finalement, les compétences développées via ce qu'ils ont fait. Donc, notre travail, c'est aussi en fin d'année de pouvoir accompagner les étudiants et leur dire, quand tu as parlé aux parents de l'enfant que tu accompagnes et qui ne parle pas un mot de français et que tu as réussi à les aider sur la compréhension d'une communication avec le collège, tu as développé des compétences fortes sur la question de la communication non verbale, orale bref. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire tout un travail qui leur permet d'essayer de se projeter à où est-ce qu'ils en étaient avant de commencer leur action à la FEV, de mesurer les progrès sur les grandes familles de compétences et surtout, à chaque fois qu'ils disent, là, pour le coup, sur cette compétence-là, ça a bougé, on essaye de leur demander, on leur demande d'essayer de penser à une situation concrète de leur accompagnement pour illustrer comment, dans quelle situation ils se sont retrouvés pour pouvoir faire avancer telle ou telle compétence. C'est-à-dire qu'on leur demande, non pas de justifier, parce que c'est quand même du déclaratif et c'est de l'auto-évaluation, mais en tout cas de vraiment faire l'aller-retour entre ces familles de compétences et finalement leur expérience. Et c'est cet aller-retour-là, entre quelque chose d'un peu théorique et finalement ce qu'ils ont vécu. D'abord, on les aide à le faire. Le but, on va commencer à expérimenter là cette année, mais c'est qu'ils ne soient pas tout seuls devant leur ordinateur, qu'on puisse par exemple leur proposer des réunions collectives avec plusieurs étudiants pour qu'ils échangent et qu'on fasse l'animation de cet échange-là, pour qu'après, finalement, ils puissent ressortir avec un bilan de compétences qui, du coup, est communiqué, en fait, aux universités. Et après, les universités, elles reconnaissent comme elles le souhaitent. Il n'y a pas du tout d'ingérence sur les modalités de reconnaissance. Pour l'instant, c'est uniquement tout ce qu'on a imaginé là, c'est pour la FEV et pour l'action de mentorat de la FEV. Bien évidemment, il y a d'ores et déjà des universités qui nous ont dit super, votre truc, ça nous intéresse, mais ça nous intéresse surtout si à terme, vous pouvez l'ouvrir à d'autres. Donc nous, on voulait d'abord faire quelque chose de petit et qui fonctionne avant d'ouvrir trop fortement le spectre. Et l'idée là, c'est, on va le tester cette année et de voir du coup après comment, d'ores et déjà, sur les universités qui étaient intéressées, on peut ouvrir à d'autres acteurs, effectivement, qui proposent des terrains d'engagement pour adapter. Ça supposera une phase 2 qui demande un petit peu de travail, y compris des adaptations techniques sur la plateforme numérique en tant que telle. Mais en tout cas, nous, ça nous intéresse parce que bien sûr, il y a la question de la FEV, mais au-delà de la FEV, c'est comment on fait en sorte que l'engagement étudiant puisse être une réponse vraiment à un certain nombre de problématiques sociales, sociétales, avérées. Nous, on le voit par exemple à travers le spectre du mentorat, qui peut vraiment répondre à la question des inégalités éducatives très fortes dans ce pays. Mais on peut l'imaginer sur d'autres sujets, sur le développement durable, sur d'autres formes de solidarité. Merci. Laurence, peut-être vous voulez réagir, puisque vous ne faites pas partie des établissements expérimentateurs. D'ailleurs, je remarque pour le moment, il n'y a que des universités, pas de grandes écoles. Donc, la table ronde précédente, on ne parlait que de grandes écoles. Là, je ne voudrais pas qu'on parle que d'universités. Vous allez intégrer Sciences Po Reims. Bon, ça, c'est un petit début. Laurence ? Oui, sur les écoles, en fait, les écoles, elles ont leur propre dispositif, puisque souvent, c'est inscrit au niveau de la CTI d'avoir une action d'engagement. Les écoles en parleront certainement mieux que moi. Oui, je crois que c'est important d'accompagner les étudiants. Moi, je rejoins tout à fait aussi la question des portfolios qu'on a et où on travaille avec les étudiants. Nous, on est en pleine réflexion aussi avec notre service d'orientation et d'insertion professionnelle pour mettre en place cet accompagnement des étudiants, des associations et des étudiants qui s'engagent. La question pour nous, et elle rejoint ce que disait Eunice, c'est on peut pas, c'est compliqué d'introduire une disparité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'un côté les étudiants qui s'engagent à la FEV et qui vont venir avec les compétences et qui auront travaillé dans le cadre de cette plateforme, et puis les autres.
et puis avoir tout ça dans le même dispositif et prétendre au même bonus. Donc c'est important d'élargir. C'est pareil, moi, notre SOIP m'a dit, je veux bien mettre en place des formations. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais où et comment, et sur la Lorraine avec 700, 800 étudiants, 900 étudiants qui s'engagent, comment c'est toujours une question un petit peu de volume, mais oui, bien sûr, il faut accompagner les étudiants et on a aussi des modules de PPP pour ça. Voilà. Et Nora, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, vous, par rapport à, de votre point de vue de vice-présidente étudiante, pour le coup, au sein d'une grande université, vous avez, au sein de l'UPEM, l'engagement étudiant est reconnu? De quelle manière? Quel regard vous portez là-dessus? On a encore une droit à une séance de publicité, décidément. Elle est soutenue par la Banque Populaire, on voit bien. Hein. À l'UPEM, l'engagement étudiant est plutôt bien reconnu. On a pas mal de libres qui correspondent à un peu tous les profils, que ce soit pour les étudiants qui s'engagent au sein d'une association ou qui se font élire dans un conseil de composantes de formation, de leur TD ou dans les conseils centraux. Et de plus en plus, on pousse les composantes à intégrer la possibilité d'avoir une UE libre dans leur maquette. Pour l'instant, c'est au moins une fois pendant toute la durée de la formation. Mais à terme, on aimerait bien que ce soit une fois par semestre. Ce serait pratique. Et quelque chose qui est... Donc, si j'ai bien compris, c'est pas partout. Je pensais que c'était un peu plus courant que ça. Mais on a un DU pour les étudiants élus, un DU administrateur universitaire qui nous permet de suivre des conférences faites par des professionnels de l'université ou des vice-présidents pour nous apprendre un peu comment fonctionne notre université. Et pour valider tout ça, on doit faire un stage dans un service de l'université ou faire un mini-mémoire, on appelle ça un mémoire, mais ce n'est pas vraiment un mémoire, sur un sujet qui touche aux étudiants. Vous répondez à une question que je voulais vous poser, mais pas totalement. C'est que finalement, quand on a ce type d'engagement, est-ce qu'on peut faire des stages à côté? C'est-à-dire, est-ce que c'est engagement et stage ou engagement ou stage finalement? Je pencherais plutôt pour engagement ou stage. Ça dépend du type d'engagement. Je pense que c'est plus simple dans les associations si on s'engage sur un an. Mais c'est vrai qu'être élu dans les conseils centraux, c'est plus long. Et souvent, ça prend un peu tout le temps qui nous reste avant d'être diplômé et de partir de l'établissement. Donc, à titre personnel, j'ai fait une croix sur mon... Enfin, j'ai fait une croix. J'ai préféré m'engager dans mon mandat et dans mes différents engagements sur le campus plutôt que de faire un échange à l'étranger, par exemple. C'est un choix et un risque aussi. C'est un choix, oui. Faut rappeler que dans les textes prévoit aussi qu'on reconnaisse l'engagement des jeunes qui font des services civiques, par exemple, qui sont étudiants. Après, engagement ou stage, on ne peut pas avoir de double reconnaissance. Voilà, c'est un peu comme pour la CEVEC, on ne va pas financer des choses qui sont dans le cadre de la formation des projets tutorés. Ben là, c'est pareil, soit on fait un stage et on est évalué pour son stage, soit on fait un module d'engagement étudiant, mais on ne peut pas utiliser la même chose pour les deux. Ce que Enora a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'en plus de la reconnaissance qui va se traduire par une note, un bonus, une UE, etc., c'est que dans les universités, on a en place ce qu'elle a appelé un contrat pédagogique, mais qu'on appelle chez nous les régimes spéciaux d'études. C'est-à-dire qu'on peut aménager le parcours des étudiants pendant l'année universitaire pour qu'ils puissent aussi, ça s'appelle la reconnaissance de l'engagement associatif, au même titre que on va avoir un aménagement d'études pour les sportifs de haut niveau ou pour d'autres étudiants. On peut aussi utiliser la césure. Je sais que notre vice-présidente étudiante, à un moment donné, a été présidente de sa fédération. Elle a fait un an de césure pour pouvoir vivre son engagement. Merci. On va arriver au terme de cette table ronde avant de passer à la grande table ronde de clôture. Est-ce qu'il y a une question, une suggestion ou un témoignage? Oui. Est-ce que quelqu'un... Coco, vous pouvez descendre le micro, merci.
Renaud Barba, Université Paris-Dauphine, PSL. J'avais une remarque / question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un petit peu réducteur à ne concentrer la réflexion sur l'engagement étudiant que à l'engagement associatif et citoyen? Puisqu'en fait, il me semble que le texte, en tout cas le décret sur l'engagement étudiant, inclut bien d'autres modalités d'engagement étudiant, notamment les activités professionnelles. Le risque aujourd'hui, on le voit en interne dans nos établissements, c'est justement qu'on se focus sur ce qui est très bien, mais qu'on en oublie potentiellement un étudiant qui, pour financer ses études, travaille toute la semaine dans certaines entreprises ou dans certains lieux. Et ce n'est pas à proprement parler de l'engagement citoyen ou de l'engagement associatif, mais ça reste de l'engagement étudiant. Et il faut le valoriser aussi. Là, je ne sais pas si c'était le focus spécifique là-dessus. Oui, alors, je vais laisser la parole à Laurence, mais en tant que co-concepteur du programme de cette conférence, je dirais qu'effectivement, on a fait des choix. Mais le propos introductif de cet après-midi par Cécile Lecomte montrait bien qu'effectivement, le learning by doing, ça suppose effectivement de prendre en compte un parcours de l'étudiant dans sa globalité. Et je crois même que sur les diapositives qu'elle a présentées, il y avait notamment le job étudiant, sur lequel on n'a pas du tout fait de focus aujourd'hui, qu'on a souvent sous-valorisé d'ailleurs, parce que l'engagement est sous-valorisé aussi, c'est ce que disait Eunice, mais c'est aussi le cas du job étudiant, a fortiori quand c'est des jobs d'exécution, etc., ils sont extrêmement dévalorisés, alors que l'étudiant néanmoins est en acquisition de compétences et sans savoir-faire. Je vous propose qu'éventuellement, dans le cadre de la 6e compétence, on ait un focus sur le job étudiant. Mais effectivement, on avait fait le choix aujourd'hui de parler de l'engagement citoyen, par exemple le mentorat, ou d'engagement en termes de responsabilité au sein de l'établissement ou d'engagement associatif, parce que c'est peut-être celui qui a le plus de difficultés à être reconnu aujourd'hui et qui fait le plus débat. C'est la raison pour laquelle on l'avait choisi. Laurence, tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais je voulais rassurer. Alors, c'est vrai chez nous, on n'a pas beaucoup de dossiers d'étudiants salariés, mais en revanche, alors, on reste dans l'engagement citoyen, mais on prend en compte aussi tous les étudiants, que ce soit de la réserve militaire, gendarmerie, les pompiers volontaires, enfin, toutes les catégories. J'ai parlé des étudiants en service civique. Enfin, on applique le texte, même si, évidemment, la majorité reste beaucoup de l'engagement associatif, et on a aussi des étudiants qui sont élus dans leur commune ou qui ont un fort engagement associatif à l'extérieur de l'université. On n'a pas que des associations étudiantes de l'université. Oui, je pense qu'effectivement, vous avez raison, il ne faut pas mettre en concurrence l'engagement et les jobs. Pour autant, ce que je trouve intéressant, c'est le regard un peu large et sociétal, c'est-à-dire de quelle promotion on veut faire de l'engagement, notamment l'engagement solidaire, au regard de l'impact social qui va être du coup engendré. Quand je parlais tout à l'heure de réduire la fracture et les inégalités éducatives, par exemple, en faisant la promotion du mentorat, derrière, c'est parce que je pense que ça peut être un vrai levier. Et du coup, on n'est pas exactement dans les mêmes réflexions que quand on valorise les compétences acquises via un job, mais peut-être qu'il n'y a pas la même portée en termes d'impact social. Ça me paraît intéressant. S'il n'y a pas de dernière question, je propose de clôturer cette table ronde. Je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de nous donner du temps.